Derrière les portes en acajou ornées des demeures les plus prestigieuses de Beacon Hill, la chambre noire d'un photographe révéla des horreurs que l'élite de Boston aurait tuées pour garder enfouies. En 1887, Edgar Hartwell, un spécialiste renommé du memento mori, entreprit ce qu'il croyait être de simples portraits post-mortem du patriarche de la riche famille Pemberton. Mais ces plaques au nitrate d'argent capturèrent les preuves du meurtre le plus calculé de l'histoire du Massachusetts. Ce qui avait commencé comme un dernier hommage d'une famille à son défunt père se transforma en un jeu mortel de survie lorsque les photographies de Hartwell révélèrent des marques de morsures sur les ongles du cadavre, des blessures défensives soigneusement dissimulées par le maquillage funéraire et, plus troublant encore, l'expression indéniable d'un homme qui connaissait intimement ses meurtriers. La fortune des Pemberton, équivalente à plus de 2 millions de dollars actuels, avait été obtenue par matricide, et la famille n'était prête à reculer devant rien pour s'assurer que leur photographe ne quitte jamais Boston vivant. Avant de poursuivre l'histoire d'Edgar Hartwell et des photographies qui mirent à nu le plus sombre secret familial de Boston, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Découvrons maintenant comment une simple séance commémorative se transforma en un jeu mortel de survie dans les rues éclairées au gaz du Boston victorien. L'hiver de 1887 soufflait sur les rues pavées de Boston, portant avec lui l'odeur de fumée de charbon, et les rumeurs murmuraient de la haute société. Beacon Hill se dressait comme le joyau de la Nouvelle-Angleterre aristocratique, où des familles comme les Pemberton avaient bâti leurs empires grâce au commerce maritime, aux filatures et à l'argent taché de sang d'affaires douteuses. Les demeures de style fédéral du quartier, avec leurs vitres aux reflets pourpres distinctifs et leurs balcons en fer forget, abritaient des secrets aussi anciens que la République elle-même. Edgar Hartwell avait établi son studio de photographie sur Washington Street 3 ans auparavant, se spécialisant dans l'art délicat de la photographie post-mortem. À une époque où la mort était une compagne constante et où la photographie médicale en était encore à ses débuts, les familles aisées cherchaient à conserver les derniers instants de leurs proches disparus par des portraits soigneusement composés. Sa réputation s'était répandue parmi l'élite de Boston, non seulement pour sa maîtrise technique des grandes chambres photographiques et du procédé de développement au nitrate d'argent, mais aussi pour sa discrétion et sa sensibilité lors des moments les plus vulnérables des familles. Photographe méthodique dans une quarantaine, il avait les mains calleuses, teinchées de manière permanente par les produits chimiques, et des yeux qui avaient vu plus de chagrin que la plupart des ecclésiastiques. Son studio, situé au 2e étage d'un bâtiment en briques étroit, était plongé dans l'obscurité grâce à de lourds rideaux de velours bloquant la lumière crue de la Nouvelle-Angleterre. L'atelier était organisé avec une précision scientifique, bacs de développement alignés par taille, bouteilles de produits étiquetées d'une écriture soignée et plaques de verre rangées dans des boîtes doublées de feutre pour éviter toute rayure fatale. Hartwell était propre de son art, sachant que ses portraits devenaient souvent les possessions les plus précieuses des familles, exposées dans les salons comme souvenirs et preuves de leur dévotion aux défunts. Sa clientèle se composait principalement des familles établies de Boston, celles dont les noms apparaissaient régulièrement dans les pages mondiales et dont l'influence s'étendait de la State House au très exclusif Somerset Club. Ces familles valorisaient avant tout la tradition et l'apparence, et considéraient le portrait commémoratif comme aussi essentiel qu'une cérémonie funéraire élaborée. Hartwell avait photographié les patriarches des dynasties maritimes, les matriarches bien-aimés des familles bancaires, et les jeunes victimes tragiques de la tuberculose, malgré la richesse et les soins médicaux les plus coûteux. Boston en 1887 était une ville partagée entre tradition ancienne et progrès industriel. Le quartier du Back Bay avait été asséché et transformé en vitrine d'architecture victorienne, tandis que le port grouillait de chalands transportant immigrants et marchandises venus d'outre-Atlantique. Les revers d'électrique commençaient à apparaître sur les grandes artères, mais la plupart des zones résidentielles reposaient encore sur l'éclairage à gaz qui projetait des chambres dansantes et des halos ambrés dans la nuit. Des lignes télégraphiques sillonnaient la ville comme une toile métallique, transmettant nouvelles et affaires à une vitesse inédite. Pourtant, sous ce vernis de prospérité, les familles établies s'accrochaient férocement à leur position sociale, à leur richesse et à leurs secrets. Le mariage était un contrat d'affaires, l'héritage une guerre, et la réputation tout. Les nouveaux riches pouvaient construire de plus vastes maisons
et organisait des fêtes plus fastueuses, mais il n'atteignait jamais pleinement l'acceptation sociale que procurait en pédigré bostonien de plusieurs générations. Cette tension entre vieil argent et fortune récente nourrissait une compétition constante et une hostilité à peine dissimulée. La famille Penton incarnait parfaitement cette dynamique complexe. Cornelius Penton avait bâti sa fortune grâce à des investissements habiles, des mariages stratégiques et des affaires qui auraient scandalisé l'opinion publique si elles avaient été révélées. Ces filatures employaient des centaines d'immigrants dans des conditions à peine conformes aux lois, tandis que ses intérêts maritimes prospéraient grâce à des routes commerciales frôlant l'illégalité. En 1887, à 73 ans, Cornelius Peyton contrôlait un empire d'une valeur de près de 40 000 $, l'une des plus grandes fortunes du Massachusetts. Son influence dépassait largement la sphère financière. Il siégeait au conseil d'administration de 3 banques, possédait des parts majeures dans le chemin de fer Boston and Maine et entretenait des partenariats secrets avec plusieurs prestigieux cabinets d'avocats. Les politiciens recherchaient son approbation, les ministres louaient ses dons généreux et ses rivaux redoutaient sa férocité économique. Survivant à la panique financière de 1873, il en était ressorti plus puissant. Et sa réputation de stratège impitoyable n'avait d'égal que la position sociale de sa famille. Sa demeure de Beacon Hill reflétait cette prospérité dans les moindres détails. Un escalier en marbre sculpté importé d'Italie, des lustres viennois qui projetaient des éclats multicolores, une bibliothèque remplie de premières éditions que des érudits auraient tuées pour consulter. Des tapis persans recouvraient les parquets en acajou du Honduras, tandis que des toiles de maîtres européens ornaient des murs tendus de soie imprimée venue de France. 12 domestiques servaient la maison. De la cuisinière irlandaise fidèle depuis 20 ans au majordome allemand dirigeant le personnel avec une rigueur militaire. Le télégramme arriva au studio d'Hartwell, un matin de février gris porté par un garçon dont les bottes laissèrent des traces boueuses sur le plancher impeccablement entretenu. Le message bref et formel annonçait « Cornelius Peyton, décédé. La famille demande photographie commémorative immédiate. Plus haute rémunération garantie. Résidence Peyton, Beacon Hill, urgence. » Le sceau de la famille en cire bleue confirmait l'autorité de la demande. Hartwell reconnut aussitôt le nom. Les Peyton étaient la royauté de Boston, son influence allant de la State House aux clubs les plus fermés. Ce contrat assurerait non seulement un revenu conséquent, mais scellerait aussi sa réputation auprès de l'élite. Il prépara son matériel avec méthode. La chambre photographique grand format en laiton et cuir, les châssis pour plaques de verre enveloppées de feutre, les bouteilles de révélateurs et de fixateurs scellés de cire, et son dispositif d'éclairage portable pour travailler au domicile des clients. Le trajet vers Beacon Hill le mena à travers des rues bordées d'ormes nus, dont les branches dessinaient des arabesques contre le ciel couvert. Les fiacres caillotaient sur les pavés, leurs roues résonnant entre les façades de briques des maisons de style fédéral. Les lampadaires à gaz se dressaient comme des sentinelles, leurs globes de verre embués par l'humidité. La maison des Peyton se dressait comme une forteresse, ses 4 étages de grès brun dominant la rue, ses fenêtres reflétant les branches d'orme. Des garde-corps en fer forgé richement décorés bordaient l'escalier d'entrée, tandis qu'une plaque de laiton, sobre mais imposante, portait le nom de la famille. Hartwell frappa à la lourde porte de chêne, son souffle formant de petits clouches dans l'air glacé. Le majordome ouvrit, un homme mince, nerveux, aux cheveux prématurément gris et aux mains légèrement tremblantes. Ses gestes trahissaient une longue expérience du service, mais son attitude était chargée d'une tension palpable. « Monsieur Hartwell, je présume », dit-il avec un accent allemand à peine perceptible. « La famille est accablée, comme vous l'imaginez. Il se trouve dans le petit salon, mais les restes du monsieur Peyton ont été préparés dans la chambre principale. » La maison, malgré son luxe, dégageait une atmosphère oppressante.
D'épais rideaux étouffaient la lumière et les lampes à gaz projetaient des ombres mouvantes sur les murs recouverts de soie bordeaux. L'air mêlait le parfum coûteux, les fleurs fraîches de la serre et une note métallique que Hartwell, fort de son expérience, attribua à un embaumement précipité. En gravissant l'escalier de marbre au garde-corps en acaou poli, Krauss parlait de la douleur de la famille et de leur souhait d'intimité. Son ton trop soigné sonnait comme une récitation. Le couloir du 2e étage était bordé de portraits d'ancêtres sévères, capitaines, merchants, dames élégantes et officiers révolutionnaires, tous rappelant la gloire familiale. La chambre principale était un sanctuaire du luxe. Cornelius Peyton reposait sur un lit à baldaquin en macaou sculpté de motifs maritimes, drapé de soie bleu nuit. Vêtu de son habit de soirée, d'une chemise amidonnée aux boutons de perles et de sa célèbre cravate nouée à la Windsor, il paraissait paisible, les mains croisées sur la poitrine. Le directeur des pompes funèbres avait bien travaillé. Les traits, bien que cireux, conservaient l'autorité qui avait marqué Boston des affaires pendant des décennies. Pourtant, Hartwell remarqua immédiatement des anomalies. Les rideaux étaient fermés depuis trop longtemps, et l'odeur d'acide phénolique flottait dans l'air. Le mobilier avait été déplacé avec un soin étrange, comme pour une mise en scène étudiée. Les familles à des demandes spécifiques, expliqua Krauss en consultant une note manuscrite, apparemment rédigée par Margaret Peyton. Chaque membre devait être photographié seul avec le défunt dans une pose illustrant leur lien particulier. La veuve Margaret, belle femme d'une 50aine d'années aux cheveux d'acier ornés de peignes en écaille, entra la première. Vêtue d'une robe de deuil somptueuse, ses mains tremblaient lorsqu'elle demanda « Je veux être photographiée tenant sa main. Nous étions mariés 34 ans. Personne ne le connaissait mieux que moi. » La séance s'étira tout l'après-midi, chaque membre exigeant des poses précises. Hartwell, patient, préparait ses plaques sensibles, mesurait ses expositions, développait immédiatement ses clapets. L'aîné Théodore, 38 ans, ressemblait à son père par les traits mais manquait de son autorité naturelle. Impeccablement vêtu, il portait néanmoins de la boue sur ses chaussures vernies. « Je dois être photographié avec ma main sur son épaule », dit-il, la voix empreinte d'arrogance. La pose plus revendicatrice que tendre marquait son appropriation du patriarche. Sa robe de deuil était à la mode, mais semblait flotter sur sa silhouette, suggérant une perte de poids récente. Sa demande était la plus inhabituelle. Elle souhaitait être photographiée en train de déposer une rose blanche sur la poitrine de son père, tout en se penchant comme pour l'embrasser sur le front. Une pose que Hartwell trouva indûment intime pour une femme de son âge et de sa position sociale. « Papa m'appelait toujours sa petite princesse », dit-elle, la voix se brisant d'une façon convaincante, donnant l'impression d'une émotion sincère, même quand je le décevais par le choix de mon mari. Cette allusion à des difficultés conjugales ajoutait une couche supplémentaire à la dynamique complexe de la famille, suggérant des conflits personnels qui dépassaient les simples désaccords d'affaires. Tandis que Hartwell installait son matériel pour chaque portrait individuel, il ne pouvait se défaire de l'impression d'assister à une représentation plutôt qu'à un véritable deuil. Chaque membre de la famille semblait plus soucieux de sa pose et de ses implications que de pleurer le patriarche. Ils parlaient à un ton mesuré en s'adressant à lui, mais leur conversation murmurée entre eux laissait transparaître des tensions et une hostilité à peine dissimulée. De plus, il y avait dans l'apparence de Cornelius Peyton quelque chose qui inquiétait l'œil expérimenté du photographe. Le maquillage avait été appliqué par le meilleur directeur de pompes funébraires de Boston, mais il semblait plus épais que d'habitude, particulièrement autour du cou et des mains. La position du corps, bien que techniquement correcte pour une photographie commémorative, paraissait d'une certaine façon artificielle, comme si les membres avaient été arrangés plutôt que laissés à la pose naturelle. Pendant qu'il travaillait, des fragments de conversation lui parvenaient malgré les efforts de la famille pour se montrer discrète. Les proches parlaient à voix basse lorsqu'ils pensaient qu'il était occupé à son équipement. Leurs mots laissaient filtrer des sous-entendus de tension et d'accusation peu appropriés dans une maison de deuil.
Margaret murmurait avec urgence à Théodore de modifier le testament avant que quelqu'un d'autre ne le découvre, tandis que Frédéric marmonnait quelque chose à Constance à propos de la nécessité d'agir vite avant que les avocats ne commencent à poser des questions. Les références aux démarches à accomplir et à la confidentialité des arrangements étaient les plus troublantes. Ces phrases indiquaient une planification et une coordination bien au-delà des préparatifs funéraires habituels, laissant entrevoir des secrets que la famille voulait désespérément garder à l'abri d'un examen public. Le majordome, Wilhelm Krauss, paraissait de plus en plus nerveux au fil de l'après-midi. Sa professionnalité initiale laissait place à une anxiété visible. Quand Hartwell lui demanda d'ajuster les rideaux pour une meilleure lumière, les mains de l'homme tremblèrent si fort qu'il faillit lâcher le lourd tissu. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré le froid de février qui régnait dans la maison. Et ses réponses à des questions simples avaient le balbutiement d'un homme sous une pression immense. « Pardonnez-moi », balbutia-t-il en tâtonnant avec le cordon du rideau. « Ce fut un moment très difficile pour le personnel. La mort de M. Péton fut si soudaine, nous nous remettons encore du choc. »« Quand est-il décédé ?» demanda Hartwell, sincèrement curieux de connaître la chronologie pour ses propres dossiers et espérant recueillir plus d'informations sur les circonstances. Krauss jeta un coup d'œil rapide vers les membres de la famille avant de répondre, ses yeux fuyants comme s'il cherchait permission ou indication. « Il y a 2 nuits, monsieur. Dans son sommeil, a dit le médecin, très paisible, selon le docteur Morrison qui l'avait soigné, bien qu'il se plaignît de maux d'estomac plus tôt ce soir pendant le dîner. » Quelque chose dans cette explication ne concordait pas avec les observations d'Hartwell, bien qu'il ne sût encore formuler précisément ce qui le troublait. Si Cornelius était mort paisiblement dans son sommeil 2 nuits plus tôt, certains aspects de son apparence actuelle semblaient incompatibles avec cette mort. Le photographe avait développé au fil des ans un œil avisé pour les signes des différents types de morts. Les décès paisibles laissaient des caractéristiques distinctes dans l'expression du visage et la position du corps, qui faisaient défaut ici. À mesure que l'après-midi avançait et que la séance touchait à sa fin, Hartwell se préparait à développer la première série de plaques dans la réserve convertie en chambre noire de la demeure, qui servirait d'atelier temporaire. Les serviteurs avaient vidé l'espace et installé le matériel conformément à ses spécifications, créant un endroit clos et sans lumière où ils pouvaient traiter les plaques de verre avec des produits chimiques toxiques, mais indispensables à son art. Le processus de développement était presque méditatif pour Hartwell. Un rituel qu'il avait perfectionné après des années de pratique. Dans l'obscurité rouge de la chambre improvisée, entouré de l'odeur familière du révélateur et du fixateur, il plongeait chaque plaque de verre dans les solutions et regardait les images émerger lentement du bain chimique, comme des fantômes apparaissant d'un autre monde. Cette fournée contenait les portraits individuels de chaque membre de la famille posant avec Cornelius. Et à mesure que les clichés se précisaient sous la lumière rubis, Hartwell commença à remarquer des détails qu'il n'avait pas perçus pendant la séance. Les grandes plaques capturaient un extraordinaire niveau de détail. Chaque texture, chaque ombre rendue avec une précision quasi scientifique. Dans le portrait de Margaret, où elle tenait la main de son mari dans ce qui devait passer pour un geste d'adieu tendre, la position des doigts de Cornelius paraissait maladroite et non naturelle, comme s'ils avaient été arrangés et non placés par un relâchement naturel. Plus inquiétant encore, ce qui ressemblait à une petite égratignure au dos de sa main apparut, à peine visible à l'œil nu, mais nettement présente une fois révélée par l'exactitude impitoyable du procédé photographique. L'égratignure était fine et précise, compatible avec des marques d'ongles plutôt qu'avec une blessure accidentelle. Son emplacement suggérait un mouvement défensif, le type de trace qui résulte de quelqu'un essayant de retirer sa main d'un agresseur. Hartwell étudia l'image avec soin, utilisant sa loupe pour examiner chaque détail, et conclut que la marque était indubitablement antémortem, créée alors que Cornelius était encore vivant et se débattait. La photographie de Théodore, la main reposant possessivement sur l'épaule de son père, révélait quelque chose d'encore plus inhabituel. Le tissu de la veste de Cornelius semblait tiré ou légèrement déchiré à la couture de l'épaule, un dommage invisible sans l'agrandissement offert par l'optique précise de la caméra. Plus significatif encore, il y avait ce qui ressemblait à une petite tache sur le col, que le maquillage funéraire n'avait pas entièrement dissimulé.
une décoloration d'apparence organique plutôt qu'accidentelle. La tache était d'ombre et avait pénétré le tissu dans un motif compatible avec du sang séché. Son emplacement, près de la région du cou, était particulièrement troublant, suggérant une blessure à une zone vitale ayant pu contribuer au décès. Hartwell avait déjà rencontré suffisamment de violence dans le cadre de photographie médico-légale pour la police pour reconnaître les signes de traumatisme. Mais c'est le portrait de Frédéric qui fit glacer le sang d'Hartwell et le força à s'effondrer lourdement sur l'unique chaise de la chambre noire. En position agenouillée près du lit, l'angle de la prise de vue révélait le profil de Cornelius plus clairement que toutes les autres photos, dévoilant des détails masqués par l'éclairage lors de la séance. Ce qu'il y vit défia l'explication d'une mort paisible et le remplit d'un horreur croissant. L'expression du mort n'était pas celle du repos, mais d'une terreur et d'une angoisse indiscutables. Sa bouche était légèrement ouverte, non pas dans un sommeil paisible, mais comme s'il avait cherché à respirer à coups de halte dans ses derniers instants. Ses paupières n'étaient pas complètement fermées, et sous le maquillage soigneux du directeur de pompes funèbres, la tension des muscles faciaux témoignait d'une mort qui n'avait rien d'apaisé. L'angle révélait également ce qui semblait être des échymoses autour du cou, marque soigneusement dissimulée par le col haut de sa chemise funéraire. Le plus troublant encore était la position des mains de Cornelius dans la photo de Frédéric. Alors qu'elles paraissaient formellement croisées sur d'autres clichés, cet angle montrait réellement des poings fermés, les jointures blanchies par la rigidité cadavérique. Ce n'était pas la pose relâchée d'une mort naturelle, mais la position défensive de quelqu'un qui s'était battu pour sa vie dans ses derniers instants. Pendant que Hartwell suspendait les plaques développées pour les faire sécher, son esprit parcourait les possibilités et les implications de ces découvertes. Son expérience professionnelle lui disait que ces signes physiques étaient incompatibles avec une mort naturelle, encore moins avec le décès paisible décrit par la famille et leurs médecins. Les égratignures, le tissu déchiré, l'expression de terreur, les poings serrés, tous pointaient vers une lutte, vers une mort violente, malgré la préparation méthodique du corps pour la présentation. Le lendemain matin, une neige fraîche recouvrit Boston, étouffant les bruits de la ville et créant une atmosphère d'attente feutrée qui semblait refléter le pressentiment de Hartwell. Il arriva tôt à son atelier, avide d'examiner les photographies développées sous un éclairage adéquat et avec tout son équipement d'analyse. Ce qu'il découvrit sur ces images au nitrate d'argent le hanterait pour le reste de sa vie et changera à jamais son regard sur la famille Peyton. Sous la puissante loupe qu'il utilisait pour les travaux de précision, les évidences devinrent non seulement suggestives, mais indéniables. Les mains de Cornelius Peyton portaient des blessures défensives nettes, de petites coupures et graffures indiquant qu'il avait lutté désespérément pour sa vie dans ses derniers instants. Le motif et la profondeur de ces marques indiquaient une lutte contre des agresseurs humains plutôt qu'une blessure accidentelle ou une intervention médicale. La tache sur son col, à peine visible à l'œil nu, mais capturée avec une cruauté impitoyable par la photographie, était indéniablement du sang qui avait été nettoyé à la hâte, mais non complètement ôté. Une analyse chimique l'aurait confirmé, mais l'œil expérimenté d'Hartwell n'avait pas besoin d'une telle vérification. Le motif et la teinte étaient parlants pour quelqu'un habitué à documenter des scènes de crime pour la police. Le plus accablant restait un détail dans le portrait de Constance, qui avait initialement échappé à l'attention, masqué par l'angle et l'éclairage lors de la séance. Alors qu'elle se penchait pour déposer la rose blanche sur la poitrine de son père, la perspective de la caméra avait clairement capté la région du cou de Cornelius, où son mouvement avait involontairement déplacé le col haut de sa chemise funéraire. Là, partiellement dissimulé par le maquillage funéraire mais parfaitement visible dans l'impitoyable netteté de la photographie, se trouvait ce qui semblait être des ecchymoses en forme d'empreintes digitales, compatibles avec une strangulation manuelle. Les marques formaient un motif suggérant une pression prolongée exercée par de fortes mains, le type de trace qui résulte d'un étranglement lent et délibéré plutôt que d'une submersion rapide. Leur disposition indiquait que l'assaillant faisait face à sa victime, regardant Cornelius dans les yeux tandis qu'il serrait la vie hors de son corps. Ce n'était pas un crime passionnel, ni un acte de violence soudaine, mais une exécution calculée, menée avec froide détermination.
Hartwell resta assis dans sa chaise d'atelier, fixant les photographies étalées sur son établi, comme les pièces d'un puzzle mortel, essayant de comprendre la pleine portée de ce qu'il voyait. Ce n'étaient pas de simples portraits commémoratifs documentant le chagrin d'une famille. C'étaient des preuves de meurtre, capturées pour toujours sur l'argent et le verre par sa propre main, à son insu. La famille Peyton ne l'avait pas engagé pour commémorer leur patriarche. Il l'avait, sans le savoir, engagé pour documenter leurs crimes, dans d'atroces détails. Les implications étaient stupéfiantes et dangereuses. Si Cornelius Peyton avait été assassiné par les siens, le motif était clairement financier, mais les enjeux dépassaient l'héritage pur et simple. La fortune des Peyton était suffisante pour pousser des gens à des mesures désespérées, et Hartwell se souvenait des murmures au sujet des testaments et des arrangements juridiques qu'il avait surpris pendant la séance. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il était question de pouvoir, de position sociale et de l'influence qui façonnaient villes et États. Alors qu'il pesait sa prochaine décision, opposant ses obligations morales aux dangers physiques très réels qu'il courait, un coup fut frappé à la porte de son atelier, interrompant ses pensées. Derrière le verre dépoli, il distingua la silhouette d'un homme bien mis, portant un pardessus cher et une canne. Hartwell ouvrit et trouva Theodore Peyton sur le seuil, chapeau en main et une expression de sollicitude feinte sur son avenant visage. « Monsieur Hartwell », commença Théodore, sa voix empreinte du charme étudié d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut par la pression sociale et des menaces à peine voilées. « Je tenais à vous remercier personnellement pour votre discrétion d'hier. C'est une période difficile pour notre famille, comme vous l'entendrez sans doute par votre expérience avec d'autres clients endeuillés. »« Bien sûr, » répondit Hartwell, avec précaution, reculant pour laisser entrer Théodore dans l'atelier, tout en calculant mentalement la distance jusqu'au tiroir où il gardait un revolver chargé pour se protéger contre l'occasionnel criminel violent surpris par ses travaux de photographie judiciaire. Les yeux de Théodore balayèrent l'atelier d'un regard calculateur, notant l'équipement photographique, les établis où Hartwell développait ses images et l'armoire fermée où il rangeait ses photographies achevées. Son attention s'attarda sur l'aire de développement, comme s'il cherchait à déterminer si le travail de la veille avait été achevé et quelles preuves existaient déjà. « En fait, dit Théodore, en ôtant ses gants avec une lenteur délibérée, notre famille en a longuement discuté et nous préférerions garder les photographies strictement privées. Pour la famille, vous comprenez? Nous sommes prêts à vous payer grandement pour votre discrétion et pour obtenir toutes les copies des images, y compris les plaques ou négatifs que vous auriez pu produire. » L'offre était généreuse, bien supérieure à ce que Hartwell gagnait habituellement en plusieurs mois de travail ordinaire. Mais l'attitude de Théodore était erronée, trop désinvolte pour un fils éploré, trop calculatrice pour quelqu'un concluant un simple arrangement commercial. De plus, la demande elle-même était hautement inhabituelle. D'après Hartwell, les familles commandaient des photographies commémoratives précisément pour les montrer, pour les partager avec parents et amis en hommage aux défunts et pour afficher leur dévotion. « Je vous remercie de votre considération, » dit Hartwell avec diplomatie, gagnant du temps tandis que son esprit pesait toutes ses options. Cependant, je conserve des copies de toutes mes œuvres à des fins de portfolio. C'est une pratique courante dans ma profession, et beaucoup de mes clients demandent expressément que leurs portraits soient disponibles pour d'autres clients potentiels. L'expression de Théodore se durcit presque imperceptiblement, le vernis de deuil et de politesse glissant juste assez pour laisser transparaître l'esprit calculateur qui se cachait dessous. « Je crains que cela ne soit pas acceptable, monsieur Hartwell. Ma famille tient avant tout à la confidentialité, surtout en cette période de deuil. Je suis sûr que vous comprendrez notre position et pourrez faire une exception à vos habitudes. » Il y avait dans le ton de Théodore quelque chose qui mit Hartwell profondément mal à l'aise. Un glissement subtil de la demande à l'ordre, porteur du poids de la pression sociale et d'éventuelles conséquences implicites. Ce n'était pas une négociation entre égaux. C'était un ultimatum prononcé par un homme qui s'attendait à une obéissance immédiate et qui se disait prêt à prendre des mesures désagréables s'il n'obtenait pas satisfaction. « Peut-être pourrions-nous discuter des termes plus précisément, » répondit Hartwell, cherchant à conserver l'apparence de coopération tout en cherchant à en savoir davantage sur les intentions de Théodore.
Il me faudrait considérer les implications financières d'un écart par rapport à mes pratiques habituelles, et il y a aussi des considérations professionnelles. Théodore sourit, mais l'expression n'atteignit jamais ses yeux, qui demeuraient froids et calculateurs, tandis qu'il poursuivait l'examen méthodique de l'atelier. Bien sûr, prenez le temps de réfléchir à notre offre, mais comprenez que le temps est quelque peu limité. Je reviendrai demain pour obtenir votre réponse. Il s'arrêta à la porte, puis se retourna avec une réflexion supplémentaire qui n'avait rien de fortuit. Je devrais mentionner que ma famille possède une influence considérable dans le milieu des affaires de Boston. Nous valorisons la loyauté chez nos associés, et nous n'oublions pas ceux qui nous servent fidèlement. Inversement, nous avons une longue mémoire envers ceux qui nous déçoivent ou qui ne saisissent pas la délicatesse de certaines situations. La menace était livrée avec l'amabilité suave d'un gentleman, mais le sens d'Ancel était indubitable. Théodore offrait à Hartwell le choix entre la coopération et les conséquences, entre accepter leur argent et subir le plein poids du pouvoir considérable de la famille Peyton. Dans une ville où les relations d'affaires et les connexions sociales déterminaient la réussite ou l'échec, de telles allusions avaient un poids réel. Après le départ de Théodore, Hartwell verrouilla la porte de l'atelier et tira les rideaux lourds, plongeant l'espace de travail dans la lumière rouge tamie qu'il utilisait pour le développement photographique. Les photographies étaient étalées sur son établi, comme autant de pièces à conviction. Chaque image révélait un aspect supplémentaire de l'horrible vérité qu'il avait découverte. Il n'était plus seulement un photographe ayant saisi le chagrin d'une famille, il était la seule personne à Boston à détenir des preuves matérielles du plus dark secret des Peyton. Les 24 heures suivantes s'écoulèrent dans un état d'angoisse croissante et de planification prudente. Hartwell se retrouva incapable de se concentrer sur le travail ordinaire du studio. Il passait son temps à étudier les photographies et à enquêter sur tout ce qu'il pouvait découvrir des finances, des relations d'affaires et des conflits personnels de la famille Peyton. Les évidences étaient claires. Cornelius Peyton avait été assassiné, presque certainement, par des membres de sa propre famille. Mais prouver une telle accusation contre une des familles les plus puissantes de Boston exigerait plus que des preuves photographiques, si convaincantes fussent-elles. Ces recherches sur la famille Peyton dévoilèrent un réseau de pression financière et de conflits personnels offrant un motif ample pour le meurtre. Par des demandes discrètes au club de gentlemen et des conversations finement tournées avec d'autres hommes d'affaires, il apprit que Cornelius avait envisagé de changements importants à son testament dans les semaines précédant sa mort. Il y eut des rumeurs d'altercations violentes à propos de décisions commerciales, de disputes maritales et de tensions croissantes entre le patriarche vieillissant et ses enfants adultes qui s'attendaient à hériter sans entrave de son empire. Plus significatif encore, il découvrit que Cornelius avait récemment commencé à poser des questions précises au sujet d'irrégularités dans les comptes de l'entreprise familiale, des inconsistances suggérantes soit une mauvaise gestion grave, soit un détournement délibéré de fonds. Théodore, qui gérait au quotidien de nombreuses opérations depuis quelques années, serait devenu furieux face au contrôle accru de son père et à ses demandes de registres détaillés susceptibles d'exposer des années de pratiques douteuses. Hartwell passa les premières heures du matin à réaliser plusieurs copies des photographies les plus compromettantes, utilisant son meilleur papier et ses techniques les plus soigneuses, afin de garantir que chaque détail soit préservé avec une clarté parfaite. Il prépara 6 jeux complets, les dissimulant en divers endroits de la ville comme un homme dispersant les pièces d'une carte au trésor. Un jeu fut confié à son banquier, avec des instructions scellées pour ne l'ouvrir que si quelque chose lui arrivait. Un autre fut envoyé à sa sœur, à Providence, accompagné d'une lettre détaillée expliquant la situation et la priant de contacter les autorités si elle n'avait pas de nouvelles de lui sous une semaine. La manœuvre la plus risquée consistait à apporter les originaux directement au commissariat de Boston. Malgré sa conscience que l'influence de la famille Peyton s'étendait dans une grande partie de la structure du pouvoir municipal, y compris dans les forces de l'ordre,
Hartwell espérait que la force des preuves graphiques forcerait l'ouverture d'une enquête officielle, quelles que fussent les pressions politiques ou la corruption protégeant la famille. Le détective-inspecteur Michael O'Brien était un policier de carrière doté d'une réputation d'honnêteté et de rigueur qui lui avait valu le respect au sein du département. D'origine irlandaise, mais né à Boston, il s'était tissé dans la hiérarchie malgré les préjugés qui limitaient les opportunités des officiers catholiques dans une structure de pouvoir à dominante protestante. Lorsque Hartwell se présenta à son bureau avec un portefeuille en cuir contenant les photographies de mémoire, O'Brien crut d'abord avoir affaire à une affaire banale d'assurance ou de divorce. La réalité dépassa de loin tout ce que le détective avait vu en 20 ans de service. Alors que Hartwell étalait les photographies sur le bureau marqué par les ans d'O'Brien et commençait à indiquer les éléments de violence, l'expression du détective s'assombrit. Les blessures défensives visibles sur les mains de Cornelius, les signes d'étranglement autour du cou, l'expression de terreur figée sur son visage mort, tout devint incontestable une fois que l'on portait attention aux détails. « C'est une accusation grave, monsieur Hartwell », dit O'Brien, en étudiant les clichés à la loupe pendant que son adjoint prenait des notes méticuleuses. « La famille Péton a une influence considérable dans cette ville. Des connexions qui atteignent tous les niveaux du gouvernement et des affaires. Si nous menons cette enquête et que vous vous trompez, nos carrières seront ruinées avant la fin de la semaine. »« Je ne me trompe pas, » répondit fermement Hartwell, la voix stable malgré l'ampleur des faits qu'il avançait. « Regardez les preuves, inspecteur. Cet homme n'est pas mort paisiblement dans son sommeil comme le prétend sa famille. Il a été assassiné dans sa propre maison par des personnes en qui il avait confiance, et ces meurtriers ont posé auprès du corps pour créer un alibi de chagrin et de dévotion. » O'Brien fut convaincu par les preuves graphiques, mais ses années d'expérience du paysage politique complexe de Boston le poussèrent à insister pour une enquête préliminaire discrète avant toute arrestation. Cette prudence, certes professionnelle, allait s'avérer une erreur fatale pour certaines personnes impliquées. En quelques heures à peine après la visite de Hartwell au commissariat, la nouvelle de l'enquête parvint à la famille Péton via leur vaste réseau d'alliés politiques et de fonctionnaires corrompus placés à des postes clés de l'administration municipale. La réponse de Théodore Péton fut rapide, impitoyable et fidèle au tempérament d'un homme ayant hérité de la capacité paternelle à agir de façon décisive face à une menace existentielle. Plutôt que de fuir Boston ou de tenter de détruire les preuves, il décida d'éliminer la menace à sa source par la violence directe. Ce soir-là, alors que Hartwell rentrait d'un dîner tardif dans sa taverne de quartier, 3 hommes l'assaillirent dans une ruelle d'Arc près de son atelier. L'attaque fut brutale et coordonnée, planifiée avec la même précision méthodique que Théodore mettait dans ses affaires. 2 hommes maintenirent Hartwell, pendant que le 3e, que Hartwell reconnut avec horreur croissante comme le domestique qui avait tenté de pénétrer dans son atelier la nuit précédente, s'approchait brandissant un couteau scintillant sous la lueur du gaz. La lame était longue et aiguisée, conçue non pour un meurtre instantané, mais pour infliger une mort lente et douloureuse qui porterait un message à quiconque penserait défier la famille Péton. Le photographe avait toutefois anticipé cette éventualité et s'y était préparé avec le soin scrupuleux qui marquait tout son travail professionnel. Caché dans son manteau se trouvait un petit pistolet, une précaution qu'il avait prise après la tentative d'effraction de la nuit précédente. L'arme était un revolver Smith & Wesson, compact mais mortel à bout pranté, acheté chez un armurier qui n'avait posé aucune question sur les intentions de ses clients. Lorsque l'agresseur armé d'un couteau s'approcha suffisamment, Hartwell se libéra de l'emprise de ses assaillants par une explosion de désespoir et l'effet de surprise, puis dégaina avec efficacité. La ruelle se transforma en scène de carnage. Les 3 hommes luttaient pour le désarmer, leurs cris résonnant contre les murs de briques et alertant les habitants des immeubles voisins. Dans la confusion qui suivit, des coutereux furent tirés, des éclairs de bouche à feu illuminant la scène par brèves et infernales lueurs. Quand la fumée se dissipa et que le bourdonnement retomba dans les oreilles de Hartwell, 2 des assaillants gisaient morts dans des flaques de sang miroitant sous la lumière des lampes à gaz, tandis que le 3e s'était enfui dans la nuit, le bras blessé. Le photographe lui-même avait reçu une blessure au couteau à l'épaule et portait de nombreux hématomes issus de la lutte. Mais il était vivant et conscient lorsque des officiers de police arrivèrent sur les lieux. Les détonations avaient attiré l'attention des riverains et en quelques minutes, des agents uniformes examinaient les corps pendant que le détective-inspecteur Michael O'Brien recueillait la déposition de Hartwell. Les 2 hommes morts portaient des pièces d'identité les laissant au ménage Péton.
des domestiques qui avaient reçu l'ordre de réduire le photographe au silence. Leur loyauté avait été achetée par l'or et leur silence assuré par la mort. L'attentat manqué donna à O'Brien la justification dont il avait besoin pour agir contre la famille Péton malgré leur connexion politique. Munis de mandats signés par un juge qui ne devait aucun service à la famille et appuyés par les preuves graphiques et le lien entre les assassins morts et le foyer familial, les forces de l'ordre encerclèrent le manoir de Beacon Hill peu avant minuit. Ce qu'ils y découvrirent compléta le tableau de culpabilité de la famille et révéla l'étendue de leur désespoir à vouloir dissimuler le crime. Margaret Péton fut trouvée dans le bureau de son mari en train de brûler frénétiquement des documents commerciaux et des papiers personnels dans la cheminée, les flammes projetant des chambres dansantes sur son visage strié de larmes tandis qu'elle détruisait des preuves de leur malversation financière. Les papiers contenaient des relevés de banque, des correspondances avec des officiels corrompus et, plus accablant encore, un plan détaillé pour disposer du corps de Cornelius de façon à empêcher toute future autopsie. Théodore fut surpris tentant de s'échapper par l'entrée de service, portant une sacoche de cuir remplie de pièces d'or et d'obligations au porteur valant des milliers de dollars. Ces plans prévoyaient un départ immédiat pour New York, puis un passage en bateau vers l'Europe, où les crimes de la famille auraient échappé à la justice américaine. La découverte de papiers de transport et de billets confirmait que toute la famille s'était préparée à abandonner leur vie à Boston plutôt que d'affronter la justice. Frédéric et Constance furent localisés dans la cave à vin du manoir où ils s'étaient cachés après avoir appris l'échec du tueur engagé plus tôt dans la soirée. Les deux étaient en état de quasi-hystérie. Frédéric pleurait de façon incontrôlable, tandis que Constance gardait la rigidité qui avait caractérisé son comportement tout au long de l'épreuve. Parmi leurs effets, la police trouva d'autres preuves, y compris le testament original de Cornelius, qui aurait légué la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives plutôt qu'à sa famille. L'arrestation de l'une des familles les plus en vue de Boston provoqua une onde de choc au sein de l'élite sociale de la ville et occupa les manchettes des journaux pendant des semaines. À mesure que l'affaire se répandait au-delà du cercle restreint des témoins et des enquêteurs, d'autres sombres secrets émergèrent, tels des corps remontant des profondeurs. Les pratiques commerciales de la famille Péton se révélèrent bien plus corrompues que quiconque ne l'avait imaginé, impliquant détournement, fraude et exploitation systématique d'ouvriers immigrants sans recours légal face à leurs employeurs puissants. Le procès de la famille Péton devint la procédure juridique la plus sensationnelle de l'histoire de Boston, attirant des spectateurs de toute la Nouvelle-Angleterre et des correspondants de grands journaux nationaux. Les photographies d'Edgar Hartwell constituèrent la pièce maîtresse de l'accusation. Leur imagerie en noir et blanc, crue et nette, racontait l'histoire du meurtre mieux que n'auraient pu le faire des témoignages. Les images furent exposées sur des chevalets dans la salle d'audience, permettant aux jurés d'examiner chaque détail de la violence infligée à Cornelius Pemberton. Les avocats de défense, parmi les meilleurs que l'argent put retenir, plaidèrent désespérément que les images étaient trompeuses, que les signes apparents de violence pouvaient être expliqués par des changements post-mortem naturels ou par des procédures d'embaumement standard. Ils firent venir des experts médicaux qui témoignèrent des effets de la rigidité cadavérique et des processus chimiques post-mortem, cherchant à semer un doute raisonnable quant aux preuves photographiques. Cependant, la thèse de l'accusation fut confortée par des éléments additionnels découverts lors de l'enquête qui suivit l'arrestation. Le médecin de famille qui avait signé le certificat de décès de Cornelius fut mis en jour comme ayant touché une somme substantielle pour falsifier la cause du décès, ses relevés bancaires montrant un dépôt de 500 $ effectué le lendemain de la mort prétendue. Sous la pression des procureurs, il finit par avouer la falsification et accepta de témoigner contre ses anciens clients. Wilhelm Krauss, le majordome allemand, dont le comportement nerveux avait été remarqué par Hartwell lors de la séance photographique, se révéla être le témoin le plus précieux de l'accusation. Accusé d'être complice du meurtre, il accepta de fournir un témoignage détaillé en échange de l'immunité. Son récit, livré en anglais fortement marqué mais néanmoins précis, exposa l'horreur de ce qu'il avait vu. D'après Krauss, la famille s'était réunie pour dîner le 14 février 1887, apparemment pour célébrer le 73e anniversaire de Cornelius. Le patriarche s'était montré de plus en plus méfiant quant aux irrégularités découvertes dans les comptes familiaux durant les semaines précédentes,
et avait annoncé son intention de procéder à un audit approfondi qui mettrait à jour des années de détournement. Plus menaçant encore, pour les intérêts de la famille, il avait déclaré vouloir changer son testament, excluant de l'héritage ceux qu'il croyait le voler et destinant la majeure partie de sa fortune à des causes caritatives. L'assassinat fut un effort collectif démontrant la capacité de la famille à commettre le mal de façon calculée. Margaret avait préparé un gâteau d'anniversaire spécial, incorporant une dose suffisante d'arsenic pour rendre son mari gravement malade, mais pas immédiatement mortel. Le poison devait créer des symptômes d'une maladie naturelle expliquant le décès. Tandis que Cornelius se tordait de douleur à cause du poison, plié de crampes estomacales et de nausées, Théodore l'étouffa avec une cravate de soie, tandis que Frédéric et Constance maintenaient ses bras pour l'empêcher de se défendre. La mort fut agonisante et pleine d'effroi, durant plusieurs minutes pendant lesquelles Cornelius comprit que sa propre famille le tuait pour son argent. Ces derniers instants furent passés à regarder les visages des personnes qu'il aimait et qu'il avait soutenues, comprenant enfin la profondeur de leur cupidité et le prix de sa confiance. Les blessures défensives sur ses mains provenaient de la lutte désespérée contre l'emprise de ses enfants, tandis que l'expression de terreur figée dans les photographies de Hartwell reflétait la réalisation finale de sa trahison. Le plan familial était simple, mais efficace, tirant parti de leur position sociale et de la réticence naturelle des autorités à s'attaquer aux puissants. Il déclarait que Cornelius était mort paisiblement dans son sommeil, après s'être plaint de maux d'estomac, produisèrent un certificat médical confirmant une cause naturelle et organisèrent des funérailles privées rapides, empêchant tout examen approfondi du corps. Les photographies commémoratives devaient soutenir leur récit de deuil et de dévotion, créant un registre visuel susceptible d'écarter toute suspicion future. Ils n'avaient pas prévu que leur photographe posséderait la compétence et l'expérience nécessaires pour reconnaître dans l'argent et le verre les signes du meurtre, ni qu'il aurait le courage moral de poursuivre la justice, malgré les risques personnels et professionnels. La technologie qu'ils avaient utilisée pour fabriquer une preuve de leur innocence avait en réalité documenté leur culpabilité avec une précision scientifique. Les verdicts furent unanimes et rapides. Margaret, Théodore et Constance Pemberton furent reconnus coupables de meurtre premier degré et condamnés à mort par pendaison, leur exécution fixée à l'automne suivant. Frédéric, dont la participation s'était limitée à retenir son père durant l'étranglement, fut condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. La vaste fortune familiale fut saisie par l'État en vertu des lois sur la confiscation pénale et finalement distribuée à diverses œuvres caritatives après règlement des frais juridiques. Les exécutions eurent lieu un matin gris d'octobre 1888. Elles furent assistées par une foule de spectateurs comprenant nombre des élites sociales de Boston qui, naguère, avaient considéré les Pemberton comme leurs égaux. Margaret conserva son calme jusqu'à la fin, tandis que Théodore et Constance eurent besoin d'un soutien physique pour monter sur l'échafaud. Leur mort marqua la fin d'une des familles les plus en vue de la Nouvelle-Angleterre et rappela brutalement que richesse et position sociale n'offraient aucune protection contre les conséquences du mal. Edgar Hartwell survécut à ses blessures et poursuivit son activité de photographe, bien qu'il n'accepta plus jamais de commandes de portraits commémoratifs. Le traumatisme de la découverte du meurtre par son art avait profondément modifié sa relation à la mort et à la photographie, le rendant incapable de considérer de nouveau des sujets décédés sans rechercher des signes de violence ou de crime. Il se consacra plutôt à des paysages et à l'architecture, trouvant la paix dans des sujets incapables de dissimuler des horreurs ou des secrets familiaux. Le détective-inspecteur O'Brien fut promu chef des détectives. Sa gestion de l'affaire Pemberton établit sa réputation comme l'un des meilleurs enquêteurs de Boston. Il cita souvent le dossier comme exemple de la manière dont les techniques d'enquête modernes, alliées aux technologies émergentes comme la photographie, pouvaient mettre au jour des crimes qui autrement eût pu rester cachés. L'affaire établit des précédents importants quant à l'usage des preuves photographiques dans les procédures criminelles et contribua à faire reconnaître la photographie comme outil médico-légal légitime.
Le manoir Pemberton de Beacon Hill fut vendu aux enchères après la condamnation de la famille, devenant finalement une pension de famille pour immigrants en quête de logements abordables dans le quartier le plus prestigieux de la ville. Les habitants locaux signalèrent des bruits étranges et une atmosphère oppressante dans l'immeuble, bien que ces phénomènes fussent probablement la conséquence de la sinistre histoire de la maison plutôt que de quelconque influence surnaturelle. Vers 1900, l'immeuble fut démoli et remplacé par une construction résidentielle plus modeste qui ne laissait plus aucune trace de son passé sombre. Wilhelm Krauss disparut après le procès, probablement retourné en Allemagne avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement le restant de ses jours. Son témoignage avait été crucial pour obtenir les condamnations, mais son rôle dans la dissimulation du meurtre fit de lui un paria au sein de la communauté allemande immigrée de Boston. Certains rapports prétendirent qu'il avait changé de nom et s'était installé au Midwest, tandis que d'autres affirmèrent qu'il était mort durant la traversée maritime vers sa patrie. L'affaire établit d'importants précédents dans l'histoire juridique américaine en matière d'utilisation de preuves photographiques dans les procédures criminelles. Les clichés commémoratifs d'Hartwell furent parmi les premières images admises comme preuve principale lors d'un procès pour meurtre, ouvrant la voie au développement de la photographie médico-légale comme discipline professionnelle. Les services de police du pays commencèrent à intégrer la documentation photographique dans leurs procédures d'enquête, reconnaissant sa valeur pour préserver des éléments des preuves qui autrement eût pu être perdus ou contestés. Peut-être plus significatif encore, le meurtre des Pemberton démontra comment une technologie émergente pouvait révéler des vérités que l'observation humaine avait manquées ou volontairement ignorées. L'accuratesse implacable de l'appareil captura des détails invisibles à l'œil nu ou délibérément dissimulés, fournissant des preuves impossibles à réfuter ou à expliquer par des arguments juridiques astucieux ou une influence politique. Edgar Hartwell vécut encore 32 ans et mourut paisiblement dans son sommeil en 1919. Sa nécrologie mentionna brièvement son rôle dans la résolution de l'affaire la plus célèbre de Boston, mais s'attarda surtout sur ses contributions à l'art de la photographie et sur sa vaste documentation de l'évolution architecturale de la Nouvelle-Angleterre. Il ne se maria jamais, peut-être incapable de retrouver la confiance dans les relations humaines après avoir été témoin de la profondeur de la trahison familiale révélée par l'affaire Pemberton. Les photographies qui avaient mis au jour le crime de la famille Pemberton furent finalement données à la Massachusetts Historical Society, où elles demeurent aujourd'hui comme un rappel macabre de la façon dont la quête de richesse et de pouvoir peut corrompre jusqu'à les liens humains les plus fondamentaux. Elles témoignent du fait qu'aucun secret, si soigneusement gardé soit-il, ne peut rester enfoui pour toujours lorsqu'il est exposé à la lumière révélatrice de la justice et au regard implacable de la caméra. Ce mystère nous montre que même à une époque précédant la science médico-légale moderne, l'observation attentive des preuves matérielles pouvait démasquer les crimes les plus savamment planifiés. La famille Pemberton croyait que sa richesse et sa position sociale la protégeraient du regard public, mais elle a sous-estimé le pouvoir de la vérité photographique et le courage d'un homme ordinaire qui refusa de se taire face aux menaces et à la violence. Que pensez-vous de cette histoire ? Croyez-vous que tout a été révélé au sujet des secrets de la famille Pemberton ? Ou bien eut-il d'autres victimes de leur cupidité ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur la façon dont la photographie transforma à jamais l'enquête criminelle. Si ce récit vous a plu et que vous souhaitez d'autres histoires d'horreur tirées du passé américain, abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères historiques. À la prochaine vidéo.